Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 35e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur la probable exclusion du SMER par le PSE, la proposition de sanctions de la Commission à l'encontre d'Israël, sur le premier anniversaire du rapport Draghi et un accord du bout des lèvres des 27 pour les objectifs climatiques de 2035. Dans le club des 27, la Roumanie est à son tour victime d'une incursion de drones russes. La Suède tente de réduire l'immigration en durcissant les conditions d'accès aux prestations sociales. Et l'Allemagne voit l'extrême droite progresser à l'ouest et perd énormément d'argent à cause de cyberattaques. Et chez nos chers voisins, l'ancien président kosovar Hashim Thaçi se retrouve face au tribunal pénal international et le Royaume-Uni renvoie ses premiers migrants dans le cadre de son partenariat avec la France. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Parti socialiste européen, le SMER de Robert Fico, menacé d'exclusion définitive. Depuis octobre 2023, le Parti socialiste européen a suspendu l'adhésion du SMER au PSE. La raison ? Le SMER, parti du Premier ministre slovaque Robert Fico, s'est allié au Parti nationaliste slovaque, le SNS, pour former une coalition gouvernementale. Désormais, le PSE envisage l'exclusion définitive du parti lors du congrès d'Amsterdam le 16 octobre. Ce qui a poussé à prendre une décision aussi radicale, ce sont les multiples visites de Robert Fico en Russie et en Chine, faisant la démonstration qu'il était plus proche des régimes autocratiques que des valeurs démocratiques européennes. Le SMER avait déjà été suspendu en 2006, déjà pour s'être allié avec le SNS. Même si les propos de Robert Fico lors de la crise migratoire en 2016 avaient pu choquer les socialistes européens, en refusant catégoriquement la solidarité européenne en matière d'asile, le PSE gardait le SMER en son sein. La suspension du parti au sein du PSE était un moyen de garder le dialogue ouvert et tenter de récupérer le SMER. Au niveau du Parlement européen, le groupe des socialistes et démocrates a aussi suspendu le SMER dès octobre 2023 pour les mêmes raisons. Les 5 eurodéputés du SMER siègent donc avec les non-inscrits et n'a donc pas les facilités qu'un groupe parlementaire peut lui apporter, comme disposer d'un secrétariat de groupe et de pouvoir réserver des salles. Le PSE espère bien ouvrir les yeux des socialistes slovaques, dont la perte d'influence du parti au niveau européen est immense. Depuis les européennes, la question s'est posée de s'allier avec le parti 5 étoiles ou l'alliance Sarah Wagenknecht, mais aucune discussion n'a abouti. Le démantèlement de l'état de droit slovaque pourrait même potentiellement renvoyer les sociodémocrates slovaques vers l'extrême droite après une triple offensive contre la lutte anticorruption, les médias publics et les financements étrangers de la société civile. Le SMER s'attaque aussi aux droits LGBTQIA+, et se positionne contre le soutien à l'Ukraine. Jeudi 18 septembre, le SMER a répondu qu'il n'avait reçu aucune notification de la part du PSE et qu'il réagirait de manière appropriée si c'était le cas. Le SMER refuse l'idée de rejoindre le parti Patriots for Europe au Parlement européen. Le Parti social-démocrate slovaque n'en dit pas plus pour le moment. Commission européenne. L'exécutif propose des sanctions à l'égard d'Israël. Mercredi 17 septembre, la haute représentante pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, accompagnée du commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, ont tenu une conférence de presse pour présenter un paquet de sanctions à l'égard d'Israël. L'objectif est clair, mettre la pression sur Benyamin Netanyahou. L'autre objectif, beaucoup moins avouable de la Commission, c'est de renvoyer la patate chaude aux 27 États membres. La Commission européenne est ciblée par une partie de l'opinion publique européenne qui lui réclame de mettre fin au génocide, qualificatif désormais reconnu par l'ONU concernant la Palestine. Les sanctions proposées touchent 3 niveaux. Le niveau politique,
le niveau financier et le niveau commercial. Sur le volet politique des sanctions, les ministres israéliens des Finances et de l'Intérieur, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, ainsi que 3 colons violents et 10 membres du bureau politique du Hamas, sont ciblés par le gel de leurs avoirs détenus en Europe, assortis d'une interdiction de séjour en Europe. Côté financier, l'UE entend suspendre une vingtaine de millions d'euros d'aide à la coopération qui ne devraient pas affecter par exemple les financements dédiés au mémorial de la Shoah de Yad Vashem. Et sur le volet commercial, la Commission propose de suspendre le libre-échange dans le cadre de l'accord d'association UE-Israël signé en 2000. Kaja Kallas justifie ce paquet de sanctions non pour punir Israël, mais pour mettre la pression sur le gouvernement israélien et qu'il renonce à son offensive terrestre dans Gaza, débutée cette semaine. Au Parlement européen, les Verts se satisfont de la proposition de la Commission. Le centre émet quelques réserves. Le groupe CRE n'est pas convaincu de l'impact du paquet de sanctions. Et in fine, les eurodéputés doutent que les 27 soient favorables à un tel paquet de sanctions dans son entièreté. L'Autriche, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, la Bulgarie et l'Italie soutiennent Israël. Sur les ministres israéliens et les colons, il faudra l'unanimité à coup sûr. La Hongrie protégera les ministres comme Orban a protégé Benyamin Netanyahou, malgré l'appartenance de la Hongrie à la CPI et le mandat d'arrêt international visant le Premier ministre israélien. Sur les volets commercial et financier, il faudra attendre la position de l'Allemagne pour savoir si la majorité qualifiée de 15 pays, représentant 65% de la population de l'UE, est atteinte. L'Allemagne reste le plus gros soutien d'Israël, mais le gouvernement Merz a montré des signes de désapprobation vis-à-vis du gouvernement Netanyahou, notamment en suspendant l'envoi d'armes destinées à Gaza, une décision prise au mois d'août. Si les sanctions commerciales venaient à être votées, c'est un manque à gagner de 594 millions d'euros annuels qui pourrait toucher Israël. Côté UE, le manque à gagner serait de 227 millions d'euros. Le patronat israélien, mené par Ron Tomer, demande au gouvernement israélien de mettre la pression diplomatique au maximum pour éviter l'adoption de ces sanctions et trouver des alternatives si elles venaient à être adoptées. La panique touche donc les milieux économiques israéliens. La balle est dans le camp des États membres qui ont le pouvoir désormais de priver la machine de guerre israélienne de ressources essentielles ou alors de rester spectateurs du génocide en cours. Compétitivité. Mario Draghi douche l'enthousiasme d'Ursula von der Leyen. Mardi 16 septembre, Mario Draghi accompagnait Ursula von der Leyen pour la conférence de presse prévue pour le premier anniversaire du rapport Draghi. Un rapport qui réclamait un choc de compétitivité dont les recommandations étaient de parachever le marché unique, qui souffre encore trop de freins, entre États membres, mais aussi l'union des marchés de capitaux et une réforme du droit de la concurrence qui doit permettre l'avènement de champions européens, entre autres. La présidente de la Commission se veut confiante. Après un premier chantier sur le réarmement de l'Europe, il y a le chantier de l'omnibus, qui doit se traduire par un choc de simplification administrative qui est en route. La prise de décision rapide et claire sur le réarmement de l'Union est totalement possible ailleurs, d'après Ursula von der Leyen. D'ailleurs, la Commission européenne est en train de terminer la rédaction de ses lignes directrices sur la réforme des fusions-acquisitions dans l'UE. Face à l'enthousiasme non dissimulé de la présidente de la Commission, l'ancien président de la Banque centrale européenne et ancien président du Conseil italien, Mario Draghi, se veut un peu moins dithyrambique. Il déclare même que les fragilités présentes il y a un an se sont aggravées, notamment à cause des droits de douane américains, de la concurrence chinoise agressive et des lourdeurs institutionnelles européennes. Cet été, à Rimini, Mario Draghi était déjà sévère à l'égard de l'Union, qu'il décrivait comme spectatrice des changements du monde.
Il félicite l'UE pour l'accord Mercosur, même s'il doit encore être validé par les 27, ce qui n'est pas encore garanti, certains États membres ayant émis de grosses réserves, notamment sur les produits agricoles importés. D'après lui, les lourdeurs du processus décisionnel de l'UE ne font que creuser le retard pris sur la Chine, qui a augmenté son excédent commercial de 20% sur l'Union européenne depuis décembre. Tant que l'union des marchés de capitaux ne se fait pas, c'est comme s'il y avait 45% de droits de douane sur les biens et 100% sur les services, un obstacle économique inutile et trop coûteux. Mario Draghi fustige aussi la dépendance aux énergies étrangères qui a augmenté le prix des énergies dans l'UE. Il n'a pas été là que pour donner des mauvais points, il a aussi félicité l'Union sur le fait que 4 supercalculateurs qui font partie du top 10 mondial sont basés dans l'UE. Maintenant, reste à savoir si cet investissement sera suivi d'effet avec la réforme de la concurrence. Environnement. Accord à minima pour les objectifs de 2035, retard et incertitude pour 2040. C'est un peu le serpent de mer depuis le début du second mandat d'Ursula von der Leyen. Les efforts acquis de haute lutte lors de son premier mandat sur la lutte contre le dérèglement climatique sont désormais remis en cause et pas par n'importe qui. Le président du Parti populaire européen, Manfred Weber, répète à qui veut l'entendre que les critères environnementaux sont bien trop élevés et que dans le contexte économique actuel, il entend bien faire annuler l'interdiction de vente des véhicules thermiques à partir de 2035. Il a déclaré vouloir proposer le texte dès le mois d'octobre. Mais est-ce bien utile alors que les constructeurs ont obtenu le déclenchement de la clause de revoyure et que la présidente de la Commission a promis des objectifs de flexibilité? Et surtout, n'oublions pas que juste avant la pause estivale, le PPE ne s'est pas battu pour obtenir le poste de rapporteur sur le texte qui établira les objectifs de 2040, un poste de rapporteur finalement remporté par le groupe Patriots for Europe. Le PPE se défend d'avoir laissé la place à l'extrême droite, mais vu le discours agressif du président du PPE depuis le début de la mandature sur les textes environnementaux, on peut légitimement en douter. Mercredi 17 septembre, il revenait au 27 dans le cadre du Conseil de l'UE, en formation environnement, d'adopter les objectifs pour 2035. Les ministres de l'Environnement des 27 se sont mis d'accord sur une fourchette assez vague, entre 66,25 et 72,5% de diminution des gaz à effet de serre par rapport à 1990. D'après certains experts, une fourchette aussi large ne peut pas permettre d'assurer de limiter le réchauffement à 1,5 degré. L'accord sur les objectifs de 2035 devait aussi paver le chemin pour les objectifs de 2040. Mais la proposition de la Commission, qui a fixé la réduction à 90% des émissions de 1990, a semble-t-il crispé pas mal d'États membres. Les discussions sont au point mort au comité des représentants permanents, comité des ambassadeurs qui défrichent le terrain pour leurs ministres. Tant et si bien que la France et la Pologne ont demandé le report à fin octobre lors du prochain Conseil. Les pays de Visegrad, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie disent que l'objectif de la Commission pour 2040 est irréaliste et les pousserait à faire des sacrifices difficilement acceptables pour la population. Ils réclament une étude d'impact, une réévaluation régulière des objectifs et des aides financières pour les aider à remplir l'objectif. Les États membres semblent moins volontaires dans leur lutte contre le réchauffement, surtout compte tenu de la situation économique du continent, le manque d'efforts de pays comme les États-Unis qui sont sortis de l'accord de Paris et de l'Inde et la Chine qui réclament qu'on leur laisse du temps. Pourtant, l'Institut Copernicus, qui s'occupe du suivi climatique de l'UE, alerte sur les niveaux records de rejet de CO2 dans l'atmosphère qui ont atteint 12,9 mégatonnes.
un niveau jamais vu depuis que les mesures sont effectuées, des mesures qui ont commencé en 2002. En 2003 et en 2017, le record était de 11,4 mégatonnes. La faute aux feux de forêt en Espagne et au Portugal, qui à eux seuls représentent les trois quarts des émissions. Un cercle vicieux où le réchauffement climatique encourage la sécheresse, qui facilite les feux de forêt et augmente les rejets. Alors que les phénomènes climatiques se font de plus en plus graves, les dirigeants européens semblent plus préoccupés par le fait de ne pas brusquer leur opinion publique que de sauver des vies. 24 000 Européens sont morts à cause des vagues de chaleur cet été et la concentration d'ozone présent dans l'atmosphère a augmenté, augmentant de fait la pollution dans l'air. Notre continent brûle et nous regardons ailleurs. Passons désormais au club des 27. OTAN, intrusion de drones en Roumanie. Mercredi 10 septembre, la Pologne voyait 19 drones s'introduire dans son espace aérien. Samedi 13 septembre, c'était au tour de la Roumanie, le même jour que l'annonce du déclenchement de l'opération Sentinelle orientale par l'OTAN pour renforcer la sécurisation des frontières orientales de l'OTAN. Ce n'est pas la première fois, cela semble même assez courant du côté du delta du Danube, proche de la frontière ukrainienne. Mais l'alerte côté polonais semble désormais avoir changé les choses. Dimanche 14 septembre, le ministère des Affaires étrangères roumain a convoqué l'ambassadeur russe Vladimir Lipaïev pour avoir des explications. Il juge les accusations de la Roumanie infondées. La haute représentante de l'UE pour la sécurité commune, Kaja Kallas, a répété ce qu'elle avait dit pour la Pologne. C'est une violation inacceptable et une escalade imprudente. Volodymyr Zelensky, sur la base des informations récoltées par ses services de sécurité, le drone a survolé la Roumanie pendant 50 minutes, un temps excessivement important pour collecter des données et savoir que la Roumanie n'a pas réagi. La police du ciel assurée par un F-16 et deux Eurofighter Typhoons n'ont pas fait feu, la faute au risque de débris qui auraient pu s'écraser sur des zones résidentielles. Ce qui démontre que la défense de l'OTAN, bien que puissante, n'est pas du tout adaptée aux incursions de drones. Cette semaine, la Lettonie a récupéré un drone russe sur une plage et 3 avions de chasse russes sont rentrés dans l'espace aérien estonien. Le gouvernement estonien a demandé la consultation entre alliés en vertu de l'article 4 du traité transatlantique. Côté américain, Donald Trump a promis de nouvelles sanctions à l'égard de la Russie seulement si les Européens cessaient d'acheter du pétrole russe. La Hongrie et la Slovaquie en dépendent encore énormément et ont demandé à la Commission européenne de pouvoir continuer de se fournir via l'oléoduc Druzhba. La Commission européenne a proposé un nouveau paquet de sanctions vendredi, justement pour coller aux demandes du président des États-Unis. À voir si, pour la première fois, Donald Trump aura la volonté d'agir contre Vladimir Poutine. Mais cela dépendra aussi de l'adoption des sanctions qui se font à l'unanimité. Suède, une réduction des aides sociales dans l'espoir de réduire l'immigration. La coalition gouvernementale de droite et d'extrême droite ont annoncé à la fois la baisse et le durcissement des conditions d'octroi des prestations sociales. Encore une fois, un gouvernement européen tombe dans le piège du discours de l'appel d'air des prestations sociales qui attireraient l'immigration, alors même que l'Agence européenne de l'asile a démontré la semaine dernière qu'il n'y avait pas de corrélation entre durcissement des conditions d'octroi de l'asile et baisse des demandes. Mercredi 17 septembre, le gouvernement a présenté son projet. Comme dans beaucoup d'autres pays européens, le durcissement des conditions est justifié par le fait de vouloir donner plus de valeur au travail pour les chômeurs et les migrants. Cela va se traduire par une baisse des prestations et la mise en place d'un plafond pour les familles de plus de 4 enfants, équivalent à 4 220 €. La ministre des Affaires sociales, Anna Tenier, déclare que 95% des familles dans cette situation sont nées
à l'étranger. Le plafonnement de l'aide sociale serait appliqué dès le 1er janvier 2027. La ministre estime que ce sont 145 000 ménages qui seront concernés, dont 30 000 devraient voir l'aide sociale diminuer de manière drastique. Le gouvernement n'entend pas être uniquement dans la punition en incitant les personnes visées à retrouver un emploi par un bonus qu'ils se verraient verser pendant 1 an et demi après avoir trouvé un emploi. Sur les critères d'octroi, il faudra participer à des activités qui permettent le retour à l'emploi, comme l'apprentissage d'une langue ou une formation professionnelle, en accord avec les capacités du candidat. Pour les personnes venues de l'étranger, il faudra attendre d'avoir vécu 5 ans en Suède sur les 15 dernières années pour avoir accès aux allocations familiales, aux aides au logement, aux indemnités de maladie et au minimum vieillesse. Si la personne touche plus de 3 500 € de salaire mensuel, elle ne devra attendre que 6 mois pour y avoir accès. Le gouvernement justifie la réforme par l'exclusion d'une frange de la population au profit des demandeurs d'asile et par un taux de chômage 3 fois plus élevé pour les personnes nées à l'étranger. La gauche est vent debout, considérant que réduire certaines prestations sociales rendra encore plus précaires les familles en difficulté. L'association Stats Mission déclare que la proportion des bénéficiaires des minima sociaux est au plus bas depuis les années 1990, alors que la Suède avait connu une grave crise économique à l'époque, la faute à des aides de plus en plus complexes à obtenir ces dernières années. L'association alerte sur les risques d'augmentation de la pauvreté, de la criminalité et des troubles psychiques chez les enfants les plus précaires. Allemagne, victoire de la CDU en Rhénanie du Nord-Westphalie, percée de l'extrême droite. Dimanche 14 septembre, c'était jour d'élection dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, le Land le plus peuplé d'Allemagne, cœur industriel du pays outre-Rhin, avec la vallée de la Ruhr. Cette terre historiquement chrétienne-démocrate le reste. La CDU s'impose avec 33,3% des voix, un score en faible recul par rapport à 2020 où il avait obtenu 34,3%. Le SPD arrive second avec 22,1% des voix, alors qu'il comptait 24,3% en 2020. En troisième position, l'AfD fait une percée inédite en triplant quasiment son score de 2020, passant de 5,1% à 14,5%. Un bond que l'on peut expliquer par une situation économique compliquée, des perspectives industrielles plus incertaines et les premières annonces de plans sociaux dans l'industrie en Allemagne il y a quelques mois. L'extrême droite bénéficie aussi de l'effondrement des Verts, qui passe de 20% à 13,5%. Les Verts sont devenus les boucs émissaires de la crise économique. Die Linke fait un léger bond, passant de 3,8% à 5,6%, ce qui confirme son regain de forme au niveau national. C'était le premier test pour le nouveau gouvernement fédéral qui perd un peu de terrain, mais ne s'effondre pas. Le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, se félicite du leadership de la CDU au niveau local, mais prend au sérieux l'alerte que représente le vote AfD. Jusqu'ici, les performances de l'AfD se limitaient aux Länder de l'ex-RDA. Les premiers signes d'une percée de l'AfD dans l'ex-Allemagne de l'Ouest devraient alerter les partis traditionnels. Le vote allemand est en train de changer et il faut répondre aux causes profondes du mécontentement. La peur du déclassement est certainement un des éléments du vote d'extrême droite, mais il ne peut pas tout expliquer. Le gouvernement aura fort à faire pour inverser la tendance. Allemagne encore, les cyberattaques coûtent très cher à l'économie allemande. 289,2 milliards d'euros. C'est le coût direct et indirect des cyberattaques subies par l'Allemagne depuis le début de l'année, d'après le rapport conjoint du renseignement allemand et de la Fédération des acteurs du numérique allemand, Bitkom.
C'est 8% de plus que sur la période janvier-septembre 2024. 90% des entreprises interrogées disent avoir été victimes d'une cyberattaque dans les 12 derniers mois. D'après le rapport, l'énorme majorité des attaques provient de Russie et de Chine. La moitié des sociétés attaquées elles-mêmes ont réussi à identifier les assaillants comme russes ou chinois. Un quart viennent de l'UE ou des États-Unis. La Russie recourt massivement aux logiciels malveillants et notamment les rançongiciels qui bloquent tout accès à vos données tant que vous ne payez pas de rançon, réclamée la plupart du temps en crypto-monnaie pour rester intraçable. Cela représente 34% des cyberattaques en Allemagne. La Russie a aussi recours à la désinformation pour créer des dommages économiques. Côté chinois, c'est l'espionnage économique qui est favorisé pour obtenir des avantages technologiques et s'économiser des dépenses de recherche et développement. Les PME et les TPE sont les plus fragiles parce qu'elles ne possèdent le plus souvent pas de département de sécurité numérique. Bitkom conseille aux entreprises de consacrer 20% de leurs dépenses à leur sécurité informatique pour se protéger. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Kosovo, l'ancien leader indépendantiste Hashim Thaçi devant la CPI. Lundi 15 septembre, c'est une nouvelle phase du procès des leaders de l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo, qui débute à La Haye devant la Cour pénale internationale. Le procès avait démarré en avril 2023. 4 hommes sont poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre comme des persécutions, des tortures, des meurtres et des disparitions forcées entre mars 1998 et septembre 1999, alors que le Kosovo se battait pour son indépendance contre la Serbie de Milošević. L'ancien président du Kosovo, Hashim Thaçi, qui était le chef politique de l'UÇK à l'époque, est sur le banc des accusés. 125 témoins ont versé 8000 preuves à l'encontre d'Hashim Thaçi lors de la première phase du procès. Ces 3 coaccusés sont d'anciens responsables des forces armées et de l'espionnage. Hashim Thaçi affirme qu'il ne dirigeait pas l'armée séparatiste qui disposait d'un commandement par zone. Il réfute toute responsabilité dans les crimes commis à l'encontre des prisonniers serbes et de ceux considérés comme traîtres à la cause. Le tribunal spécial a donné aux avocats jusqu'à mi-novembre pour rappeler leurs témoins à la barre. Des anciens responsables de l'OTAN ou de la mission de l'ONU au Kosovo sont attendus pour témoigner. Lors de la première phase, certains témoins avaient fait part des intimidations qu'ils avaient subies pour ne pas témoigner. Hashim Thaçi est visé par une autre enquête pour atteinte à l'administration de la justice pour ces faits. Donald Trump soutient totalement Hashim Thaçi. Quelques-uns des soutiens de Thaçi ont manifesté devant le tribunal à La Haye dimanche 14 septembre. Le tribunal pénal international pour le Kosovo, fruit de l'accord entre l'Union européenne et le Kosovo, une des conditions de la poursuite du soutien de l'Union européenne, est accusé de ne poursuivre qu'un seul camp, alors que les responsables serbes sont poursuivis dans le cadre du tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Pour l'instant, seuls 2 anciens responsables kosovars ont été condamnés à 13 et 15 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le verdict du procès d'Hashim Thaçi est prévu pour 2026. Royaume-Uni. L'accord avec la France sur le retour de clandestins commence timidement. 2 mois après la signature de l'accord entre France et Royaume-Uni, il entrait en application le lundi 15 septembre avec un premier vol. Le principe sur lequel repose l'accord est que pour chaque immigré clandestin renvoyé d'Angleterre vers la France envoie un demandeur d'asile ayant suivi les voies légales vers le Royaume-Uni. La mise en place du partenariat est compliquée par les recours de dernière minute des potentiels expulsés qui suspendent de fait leur renvoi vers la France. Le ministère de l'Intérieur britannique avait prévu de renvoyer une vingtaine de migrants de l'autre côté de la Manche lors de cette première semaine
pour en récupérer autant venus légalement de France. Les deux pays ont prévu la possibilité de mettre fin au partenariat de manière anticipée s'il s'avère dysfonctionnel. Jeudi a eu lieu le premier transfert vers la France d'un homme d'origine indienne arrivé en août au Royaume-Uni par un small boat. Il est arrivé en France jeudi matin par un vol commercial. L'occasion pour Keir Starmer de réaffirmer sa volonté d'intensifier l'expulsion de migrants. Un discours qui intervient après la manifestation organisée par le hooligan Tommy Robinson, qui a réussi le tour de force de faire défiler 110 000 Britanniques contre l'immigration avec un discours reposant sur le concept de grand remplacement. Pendant l'été, de nombreuses manifestations d'extrême droite ont eu lieu devant des hôtels où étaient hébergés des demandeurs d'asile. Un Érythréen devait être renvoyé en France mardi, mais il a fait appel, se disant victime de trafic d'êtres humains. Le gouvernement britannique assure qu'il va examiner la législation sur l'esclavage pour éviter un usage abusif du partenariat. Depuis début janvier, ce sont 31 000 personnes qui ont traversé la Manche pour se rendre au Royaume-Uni. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 38e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music. Et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.